Bonjour à tous, ici le Selenic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tranquillement pour la pré-chapitre du chapitre 1047 de One Piece. Je vais rapidement revenir sur des éléments du chapitre 1046 parce qu'on a des choses très intéressantes. On va parler de la page de couverture qui cache de grosses choses et on parlera du chapitre 1047, donc le prochain chapitre. On a un bon chapitre qui est fort sympathique et où il se passe deux grosses choses. La suite du combat Luffy Kaido et Raizo et Jinbei qui sauvent tout le monde. On a donc un chapitre de transition qui n'en est pas réellement un parce qu'on a quand même l'événement principal de l'arc, Luffy contre Kaido. Le gros combat qui changera le monde. Luffy précise bien trois choses et ça c'est excellent. Il va surpasser Kaido, il va exploser Kaido, ce sont ses mots, pas les miens, et il pourra devenir le roi des pirates. Bien après, évidemment, mais l'étape est à franchir. Une étape qui est très importante. Par rapport à Big Mom, beaucoup me demandent mais est-ce que Luffy va la combattre sur Elbaf après, etc. Je le dis depuis 3 ans, en battant Kaido, il n'aura pas besoin de vaincre Big Mom. Parce que Kaido est un peu supérieur. Donc il n'y a aucun intérêt. Il n'a pas de réel intérêt à la combattre, il n'a pas de réel intérêt à la battre. Maintenant, bien sûr, comme d'habitude, on peut croire ce qu'on veut. Moi, je ne fais que prévenir. On a une évolution constante et progressive par rapport à Luffy, et tout a été parfaitement géré. Doflamingo, inférieur à Cracker, inférieur à Katakuri, inférieur à Kaido. L'étape suivante, c'est quelqu'un qui lui est supérieur. Donc par rapport à Big Mom, il faut l'oublier. Elle a perdu contre Kidelo, c'est très bien pour eux, c'est tant pis pour elle, un point c'est tout. Outre l'énorme combat Luffy-Kaido, on a Raizo et Jinbei qui s'illustrent énormément. Et par rapport à ça, j'ai pas mal de choses à dire. Vis-à-vis du feu sur Onigashima, l'auteur a voulu faire comme il fait beaucoup par rapport aux gros arcs. Comme par exemple avec le gars sur Punk Hazard ou la Beardka sur Dressrosa. Ça ajoute beaucoup de tension, tout le monde est en galère, alliés comme ennemis, il faut impérativement trouver une solution. Par exemple sur Dressrosa, il fallait allumer Doflamingo. Il le fallait et Luffy l'a fait. Il l'a démoli. Il a révélé une nouvelle forme des plus incroyables, un Bundemen, et il l'a allumé. Quand on compare le combat avant et après Bundemen, c'est vraiment différent. Donc, pour faire un parallèle avec Kaido, là on a un Gear 5 encore bien plus spectaculaire. Il a des facultés de taré, offensives comme défensives. Et ça c'est fort. Par rapport à Onigashima, on a deux gros éléments de tension. On a le feu et l'île qui va tomber. Donc en fait, l'intérêt du feu c'est la tension, mais pas que. On a la bataille qui était énorme et qui est interrompue, et on a surtout un Luffy qui revient au centre. Dès que le feu est éteint, il ne reste qu'une seule chose. Luffy qui doit battre Kaido. Il le faut. Maintenant, par rapport à Raizo, je pense réellement que l'auteur l'aime bien. Et quand je dis bien, c'est très bien. Raizo c'est toujours très bien illustré, et d'ailleurs contre Kaido qui a un énorme niveau, il a réussi à gérer le truc. Par contre, au-delà de Raizo, un Mugiwara c'est parfaitement illustré. Jinbei, le paladin des mers. Mugiwara no ichimi ni hairitai. Il faut donc entamer une discussion par rapport à Jinbei. Jinbei sur Onigashima a démonté Uzu. C'est le cas de le dire, il l'a démoli. Par contre, Jinbei aurait clairement pu combattre Jack. Homme poisson, commandant. On avait donc tout qui était un petit peu ficelé à l'avance pour que Jinbei combatte Jack. Mais ça ne s'est pas fait. Naturellement, on peut se demander pourquoi, et selon moi, il y a deux réponses. Quand on regarde le combat, Jinbei l'a démoli, par contre, Nika a été introduit. Donc en fait, vis-à-vis de Nika, vis-à-vis du dieu soleil, vis-à-vis du guerrier légendaire, il fallait que le combat ait lieu. Le problème c'est que par rapport au Mugiwara, il ne faut qu'une seule grosse victoire. Donc pour Jinbei, ça s'arrête à Uzu. D'ailleurs, autre élément par rapport à Jack, il fallait une revanche pour les Minks. Et c'est ce qu'on a eu. Jack a tellement maltraité les Minks, il leur a fait tellement de mal qu'au fond, il fallait au moins une revanche. Et d'ailleurs, n'enlevons rien au mérite de Jack. Il a combattu beaucoup de Minks et des Minks en Sulong. Déjà que de base le niveau est assez élevé, mais alors en Sulong, c'est pire. L'autre chose par rapport à Jinbei, c'est un petit peu un sujet qui fâche. La question est, au fond, est-ce qu'on aurait pas un petit peu surestimé Jinbei? En fait, quand il a réellement rejoint la Mugiwara, il y a un petit peu une euphorie par rapport au personnage. Jinbei remplace Sanji, Jinbei est supérieur à Sanji, il est supérieur à Zoro, tout ça. Autre chose qu'a joué, un ancien titre. Il était Shichibukai. Donc forcément, par rapport à eux, par rapport aux Grands Corsaires, on parle d'un groupe qui est un peu spécial. Il y a le meilleur épéiste au monde, il y a un boss d'arc, il y a l'impératrice pirate, bref, c'est un peu le bordel. Donc en fait, malheureusement, de mon point de vue, je pense que tout le monde l'a un peu surestimé. Mais par rapport à Jinbei, en vrai de vrai, quand tu regardes bien, il a déjà 46 ans. Et on sait que dans l'œuvre, on atteint son prime, ou prime, son niveau maximum à 39-40 ans. Donc déjà, c'est compliqué. Donc en fait, moi je me dis que pour l'équipage des Mugiwara, par rapport au poste de 3ème commandant, pour Jinbei, c'est un peu chaud. Il faudrait peut-être miser sur Yamato, dans l'hypothèse où bien sûr, elle rejoint l'équipage, ou alors sur un Usopp qui pourrait bien évoluer, et qui pourrait devenir commandant comme son père. Et pour Jinbei, bah écoutez, il pourra toujours être le 4ème commandant. On parle de l'équipage du prochain roi des pirates. Donc ce n'est pas rien.
À la fin du chapitre précédent, donc le 1046, on a clairement un mode Zeus. Luffy contrôle la foudre, il tient de la foudre et il est dans le ciel. Donc en fait, ce qu'on a là, c'est bien plus qu'une référence. On a Monkey D. Luffy qui est dans le ciel et qui regarde Kaido de haut. On a toujours vu que dans tous les cas, Luffy serait lié à la puissance divine. Parce que c'est comme pour Goldie Roger, le roi des pirates, le pirate le plus puissant au monde, qui maîtrisait la puissance divine. Avec par exemple Kamusari, trépas divin. Zeus est bien évidemment une divinité, par contre ce n'est pas n'importe quelle divinité. C'est le dieu de l'Olympe, le souverain du ciel. Donc en fait, par rapport à Luffy, bien évidemment, il n'a pas encore une réelle maîtrise de la puissance divine. Par contre, l'auteur démarre très fort avec Zeus. Il aurait pu l'utiliser en fin de combat, parce qu'on parle de Zeus, encore une fois, l'image est forte, mais il décide de l'utiliser en fin de combat. Du coup forcément, on peut se demander pourquoi. Pourquoi maintenant, alors qu'on parle de Zeus? Eh bien en fait, il y a 3 raisons. Première raison, on parle de Kaido. On parle du roi des bêtes, on ne parle pas de n'importe qui. Pour véritablement l'impressionner et pour lui faire très mal, c'est un peu ce qu'il faut. Ensuite, seconde raison, en vrai de vrai, on est quasiment à la fin du combat. Kaido va bientôt tomber. Ça arrive dans pas longtemps. Et enfin, troisième raison, je pense qu'il faut comprendre que Luffy va utiliser une technique des plus spectaculaires en fin de combat. Pour battre Kaido, ça va être pire que Zeus. La véritable puissance divine pour un combattant dans l'œuvre, c'est par rapport au Haki des rois. Donc maintenant, la foudre c'est bien, Zeus c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans le chapitre 1001, Kaido avait montré des hommes qui sont immensément puissants. Il avait montré de véritables monstres. On avait Xebec qui voulait devenir le maître du monde, Goldie Roger le roi des pirates, Barbe Blanche l'homme le plus fort du monde, Shanks l'héritier du roi des pirates qui arrête Marineford tranquillement, il a arrêté dans le plus grand des calmes, et enfin le grand Oden Kozuki qui est malheureusement très sous-estimé, mais qui a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Je n'invente rien, c'est factuel. Donc en fait, par rapport à Kaido, pour que Luffy le mette KO, pour qu'il le terrasse, pour qu'il le détruise, il va falloir une puissance offensive qui est proche des hommes que Kaido a montré. Il faudrait une puissance offensive de malade mental. Kaido est un pirate légendaire qui est hyper résistant. Ce n'est pas juste un pirate qui est très fort, c'est également un pirate qui est hyper résistant. On l'a bien vu, il peut combattre beaucoup de combattants, des combattants très puissants, il peut encaisser énormément, il peut combattre jusqu'au bout. Donc on en revient encore à ce qu'il faut impérativement à Monkey D. Luffy, une puissance offensive de taré. On vit actuellement quelque chose d'historique. Kaido est impressionné par Luffy. Luffy a des facultés des plus incroyables. L'une des raisons principales de l'existence de l'arc Onigashima, c'est ce combat. C'est la fin de ce combat. Un Luffy qui bat Kaido. Le futur roi des pirates a fait du chemin depuis Fushia. Il a dû recruter des Nakama avec de gros potentiels. Il a dû battre des combattants de plus en plus puissants. Il a gagné, il a perdu, il a voulu sauver, il n'a pas réussi, il s'est entraîné et il a encore gagné. Kaido a commis une énorme erreur qui lui coûtera la défaite. Il aurait dû lui ôter la vie. Il ne l'a pas fait, il va en payer les conséquences. On a eu le stade du combat où ça rigole pas mal, on a eu des blagues, on a eu des choses comme ça, mais maintenant, on aura un gros combat d'homme à homme. Il n'y en aura qu'un qui gagnera. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a enfin un Monkey D. Luffy qui est mis sur un pied d'égalité, un vrai pied d'égalité avec le roi des bêtes. On a une phase avec de l'humour, et même beaucoup d'humour, de l'absurde, du grotesque, mais là on a une phase finale très intense avec 2 pirates qui se regardent, 2 pirates d'un niveau exceptionnel, et 2 pirates qui vont surtout tout donner. On arrive vraiment à la fin, ils vont tout envoyer. On peut donc s'attendre à un roi des bêtes qui révèle quelque chose d'autre. Une technique, une autre forme, une capacité liée au haki ou autre. Au niveau de Luffy, pas d'inquiétude. Il vient d'éveiller un fruit qui est excellent. Il est encore dans la phase où il découvre ses capacités, donc par rapport à lui, on aura forcément des trucs spectaculaires. Rien qu'avec la maîtrise de la foudre, on a mine de rien quelque chose qui est vraiment incroyable. Parce que Luffy ne fait pas qu'envoyer de la foudre. Luffy tient de la foudre, il tient un élément, il le maîtrise parfaitement. Là où c'est intéressant, c'est que la puissance brute des éléments est corrélée au niveau de la personne qui l'utilise. Par exemple, prenons Kaido, quand il envoie une lame d'air, ce n'est pas une lame d'air ordinaire. On parle d'une lame d'air qui est envoyée par le roi des bêtes, par un niveau empereur. Luffy est donc devenu un combattant hyper complet qui se tient fièrement devant Kaido avec de la foudre. Un Kaido qui le regarde avec les yeux d'un pirate qui reconnaît la puissance adverse. L'objectif pour Luffy est de détruire Kaido pour en terminer une bonne fois pour toutes. Avec Luffy en mode Zeus et Kaido, on a une référence au combat Zeus contre Typhon. Typhon qui est une créature qui était considérée comme l'une, si ce n'est la plus dangereuse. Typhon a 100 têtes de dragon et seul Zeus a voulu l'affronter. Le parallèle va jusqu'à la défaite parce que pré-victoire de Zeus, il avait perdu contre Typhon. Zeus a vaincu Typhon avec sa foudre, ce qui pose une question par rapport à Luffy. Utilisera-t-il la foudre pour en terminer avec Kaido? Eh bien ça dépend parce que pour le moment, la référence va quand même très loin. Avec un Luffy qui manie aussi bien la foudre, on dépasse un peu le cadre. Il peut très bien en terminer avec Kaido avec la foudre, mais rien n'est sûr. Parce que l'auteur va toujours au-delà des références. La foudre est un élément qui est très puissant, mais
Pour le coup, ça ne reste qu'élémentaire. Peut-il battre Kaido juste avec un élément? C'est compliqué. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Typhon a comme progéniture l'hydre de Lerne, et on sait que Luffy a une attaque nommée Hydre. On a donc un auteur qui fait toujours référence à la mythologie, mais qui ne se base pas que sur la mythologie. En autre progéniture, Typhon a Orthos et le fameux Cerbère. Du coup, c'est très simple par rapport à Luffy, il peut avoir Orthos ou Cerbère en autre technique. Après l'hydre, il peut très bien utiliser les deux autres. Au niveau de la page de couverture, on a un petit mystère, petit voire gros, et là mes amis, il y a beaucoup de possibilités, mais pour moi, il y en a deux qui sortent du lot. Les Germains ou Barbe Noire. On a bien vu que 2 Germains avaient été capturés. Ils avaient été mis dans le livre de Mondor. Donc peut-être que Pudding les a aidés, et peut-être que c'est eux. Par contre, les habitants ont peur. Ils sont même effrayés. Pas tous, mais certains sont effrayés. Donc au fond, dire que c'est eux, c'est un petit peu bizarre. Surtout que l'auteur écrit bien 2 intrus dans la ville. Donc par rapport à eux, la possibilité est réelle, par contre, rien n'est sûr. On continue avec les Germains, peut-être que Judge envoie des hommes. Des hommes pour sauver ses fils. En tout cas, par rapport à cette possibilité, il n'y a rien de délirant. Par contre, maintenant, on aurait pourquoi pas quelque chose d'encore plus grand. Barbe Noire qui intervient. Barbe Noire qui rentre sur Whole Cake pour voler l'euro de Poneglyph, mais pas que. Je vous l'ai déjà dit, mais sur place, par rapport à Barbe Noire, il y a 2 fruits très intéressants. Le fruit de Katakuri et le fruit de Cracker. Imaginez un petit peu un commandant de Barbe Noire avec le fruit du biscuit. Imaginez un petit peu ça. On ne se rend pas forcément compte, mais le fruit de Cracker est vraiment phénoménal. Il est vraiment très loin. D'ailleurs, par rapport à Cracker, il est pour moi l'un des personnages les plus sous-estimés. Il est vraiment hyper puissant et il a vraiment un très bon fruit. Donc, pour Barbe Noire, il pourrait faire d'une pierre deux coups. Le Road Poneglyph et des fruits du démon. Par contre, il faut voir l'état de Katakuri et de Cracker. Parce que Oven va bien, Oven peut se défendre, mais pour les autres, compliqué. Dans l'hypothèse où Cracker et Katakuri vont bien, on aurait pourquoi pas de bons combats contre l'équipage de Barbe Noire. Bien évidemment, si Barbe Noire a fait le déplacement, on peut dire que pour eux, c'est terminé. Par contre, si on ne parle que de 2 hommes ou 3 hommes, on aurait pourquoi pas des bons combats. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.